Bonjour, bienvenue à cette formation sur les urgences oncologiques. Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la gestionnaire des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Et avant de vous introduire notre conférencière, j'aimerais mettre en lumière quelques services et programmes qui pourraient être bénéfiques pour vous ou pour les personnes touchées par un cancer du sang que vous soutenez. À la Société de leucémie et lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à cette communauté. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes et plus de 1500 professionnels de la santé utilisent notre plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement et plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, visitez le www.formationcontinuecancerduSang.ca. Nous avons disponible sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, donc des balados, des vidéos animées, des feuillets informatifs, etc. Ces feuillets ou ces outils portent sur les cancers du sang, mais aussi sur les traitements et les aspects psychosociaux du cancer. Et tous ces outils et bien plus encore peuvent être commandés ou encore téléchargés via notre site Internet. Vous pouvez commander nos feuillets détachables pour faciliter la référence vers nos services ou encore de la documentation sur les cancers du sang pour informer les personnes touchées et les familles que vous soutenez. Le tout se fait aisément et c'est sans frais. La majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Internet. Et grâce à ce formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec le ou la responsable des services communautaires de votre région. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous aider. Et finalement, je voudrais mentionner que le soutien psychosocial et émotionnel est très important à la Société de leucémie lymphome du Canada. Notre programme de soutien par les pairs a été identifié comme un service clé, mais beaucoup ne le connaissent pas. Des bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins un an ou encore qui vivent avec un cancer chronique, sélectionnés et formés, partagent leur histoire avec des personnes nouvellement diagnostiquées ou qui sont confrontées à une nouvelle option de traitement ou encore qui ont des questions sur l'après-cancer. Ce programme est également disponible pour les proches. Donc, l'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Ce programme contribue à donner de l'espoir, à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays, animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes touchées par un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis dans le confort de leur foyer. Les personnes qui participent à nos groupes créent des liens grâce aux discussions de groupe, partagent des méthodes d'adaptation et des informations et se sentent moins seuls. Alors, visitez notre site internet cancerdusang.ca pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Héloïse Germain. Donc, Héloïse évolue comme infirmière clinicienne en oncologie depuis 2007. Elle a été tutrice pour l'Université de Sherbrooke afin d'accompagner les infirmières au baccalauréat dans le développement et l'intégration de leur savoir. Elle a collaboré en tant qu'experte de contenu à l'actualisation de la formation continue partagée avec le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke. Elle est impliquée au niveau provincial dans la formation et le soutien des infirmières pivots par l'animation de webinaires d'intégration. Alors, Héloïse, la parole est à toi. Merci Pascal pour la belle présentation, pour cette session de formation sur l'immersion dans les urgences oncologiques. Aujourd'hui, on va parler de la coagulation intravasculaire disséminée qu'on appelle la CIVD. On va voir comme objectif d'apprentissage qu'est-ce que c'est une urgence oncologique. On va définir ce qu'est la coagulation intravasculaire disséminée. On va comprendre la physiopathologie, l'incidence, le prognostic de la CIVD. On va discuter des manifestations cliniques. On va identifier les facteurs de risque.
On va comprendre aussi comment est-ce qu'on diagnostique la CIVD. On va reconnaître l'importance de la prévention, le traitement. Et puis, on va parler des considérations pour les soins infirmiers. Comment est-ce que nous, en tant qu'infirmières, qu'est-ce qu'on doit savoir et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Une urgence oncologique, c'est défini comme une condition aiguë causée par le cancer ou son traitement, qui nécessite un, qui nécessite une intervention urgente pour éviter des séquelles qui pourraient être permanentes ou le décès du patient. La cascade de complications qui conduit à une urgence oncologique est une condition essentielle pour une prise en charge efficace. Les interventions doivent demeurer bien dosées, en concordance avec le stade d'évolution de la maladie, le désir de l'usager, son bien-être. Les urgences oncologiques sont classées en deux catégories. On a les urgences qui sont structurelles et les urgences métaboliques. Quand on parle des urgences structurelles, on va dans la complication, la conséquence physique de la taille de la tumeur, de sa localisation. Donc, c'est le volume directement de la tumeur qui va faire une compression, qui à son tour va comprimer des structures adjacentes qui vont entraîner les complications. Dans les complications structurelles, on parle de la tamponade cardiaque, de l'hypertension intracrânienne, de façon classique attribuable à des métastases cérébrales. On va parler de la compression, de la moelle épinière et du syndrome de la veine cave supérieure. Dans les urgences qui sont de nature métabolique, eux, ils sont attribuables à un désordre métabolique, comme son nom l'indique. C'est les effets systémiques de la tumeur du traitement en cours qui sont la source de la complication. Ça peut être des sécrétions, des interférences dans les processus physiologiques normaux. Dans nos urgences métaboliques les plus fréquentes, on va parler de l'hypercalcémie, de celle qu'on adresse aujourd'hui, qui est la coagulation intravasculaire disséminée, ou CIVD, l'anaphylaxie, le choc septique, la sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique et la lyse tumorale. La CIVD, c'est un trouble de coagulation qui est caractérisé par une activation excessive et généralisée de la coagulation. Ça va entraîner la formation de caillots dans la microcirculation et puis une consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes. Cette hypercoagulation-là, elle est généralement stimulée par une substance qui entre dans l'organisme par le biais d'une pathologie. Dans cette présentation, on va aborder la situation qui surviendrait suite à un cancer hématologique. Dans cette diapositive-là, on va parler de la physiopathologie de la CIVD. Ce qui était important à retenir, c'est que une CIVD, ça survient toujours secondaire à une autre pathologie. Ça ne survient pas dans un ciel clair. C'est une complication d'une autre maladie, d'une autre pathologie, qui va entraîner une activation systémique bien contrôlée de la cascade de coagulation. Je vais vous dresser le portrait général. C'est très technique. On va parler beaucoup, évidemment, de la coagulation, mais on va le définir dans les diapositives suivantes. Là, on va rentrer plus en détail. Mais de façon globale, la CIVD, c'est un syndrome qui est thrombohémorragique, qui est grave, qui est caractérisé par l'activation excessive et incontrôlée de la coagulation. Ça se produit sans spécificité de localisation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment disséminé, comme son nom l'indique, partout dans le corps. Habituellement, quand on a un problème de coagulation, on se blesse, ça va activer la cascade de coagulation de façon localisée. Ce qui n'est pas le cas dans notre CVD, ça va se produire vraiment disséminé dans tout le corps. Donc, la pathologie sous-jacente, elle va entraîner une réponse inflammatoire. Au début, qui est localisée, mais qui est massive. Il va s'en suivre une libération de beaucoup de messagers chimiques, comme dans n'importe quelle situation où on a une grande inflammation. Donc, on va avoir de la libération de protéases, de cytokines, puis des hormones, avec des dépôts multiples de fibrine. Donc, avec notre état procoagulant, on va avoir de la fibrine. Ça va provoquer un état hypercoagulable. Ça va mener à un dépassement du processus de régulation habituelle. Donc, notre corps est habitué de déclencher des cascades de coagulation
Mais là, ça va être à un niveau que notre corps n'est pas capable de contrôler parce qu'il y a toujours une balance entre les deux, un équilibre entre la coagulation et l'anticoagulation. Là, on va le dépasser. La libération, il va arriver une libération d'une quantité excessive de thrombine, formation de microthrombie généralisée, puis ça va être responsable de beaucoup des manifestations thrombotiques qu'on va pouvoir observer. Cette activation de la cascade de coagulation est associée évidemment à une consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes. Et puis, comme ils vont être tous consommés, il n'y en a plus de disponibles, donc on va assister à des manifestations qui vont être hémorragiques. Il y a une défaillance des systèmes inhibiteurs du fonctionnement endothélial puis de la fibrinolyse endogène. On va voir ça plus en détail dans la prochaine diapositive. La CIVD, elle peut apparaître selon deux portraits typiques. Donc, de façon subite. Ça veut dire qu'elle va s'installer en quelques heures, quelques jours. Elle va alors entraîner des manifestations qui sont davantage de type hémorragique. On va parler de saignements graves. Il y a d'autres situations où est-ce qu'elle peut se développer plus lentement, sur des semaines, des mois. À ce moment-là, on l'appelle chronique, on va l'appeler biologique. Et puis, elle va manifester davantage de complications thrombotiques. Puis là, c'est important qu'elle soit décrite comme thrombotique, hémorragique. La CVD, c'est vraiment la combinaison simultanée de ces deux parties-là. Le qualificatif qu'on utilise, c'est juste pour qualifier la partie qui va être prédominante. La pierre angulaire de la prise en charge de la CIVD reste le traitement de la pathologie sous-jacente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne traite pas la CIVD. On doit traiter la cause de la CIVD pour pouvoir euh, à- arriver à un contrôle. Il y a un arsenal thérapeutique qui s'est enrichi de beaucoup de nouveaux médicaments. On parle des agents antithrombotiques, des inhibiteurs de coagulation. Leur efficacité reste à discuter. Les conditions optimales pour l'utilisation aussi, ça doit être mieux défini, mieux encadré. Ce qui va être fait actuellement, la précocité puis le caractère ciblé du traitement de la cause, c'est ce qui va influencer le prognostic. Puis le pronostic qui est malheureusement souvent sombre de cette complication-là. Donc, je vous le résume, mais on va voir ça en détail dans les prochaines diapositives. Les principales caractéristiques, c'est une formation de multiples caillots dans les vaisseaux sanguins, consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes de façon excessive. Leur consommation va entraîner un état de carence. Il va y avoir une perturbation de la coagulation normale. Puis on a un risque cumulé d'hémorragie et de thrombose qu'on va voir apparaître. Comment ça commence tout ça? Donc, on va parler de l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, donc à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, il a un rôle dans la régulation de la coagulation sanguine. Il possède à la fois les propriétés qui sont anticoagulantes et procoagulantes selon certaines circonstances. C'est sûr qu'en conditions normales, notre endothélium, l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, il y a des propriétés anticoagulantes. On ne voudrait pas qu'il y ait de la formation spontanée régulièrement de caillots partout de façon généralisée. Donc, les cellules endothéliales, ils constituent une surface qu'on peut qualifier de non adhésive et ça va empêcher l'activation des plaquettes et de la cascade de coagulation. Par contre, quand il y a l'endothélium, donc quand l'intérieur de notre vaisseau sanguin subit un bruit, donc un trauma, une chirurgie, peu importe, là, l'endothélium, dans sa couche basale, il va exprimer il y a des mécanismes anticoagulants qui se retrouvent dans sa couche basale. Et puis, fait que là, on va parler du système héparine, antithrombine 3. Et puis, il va y avoir l'inhibition du facteur tissulaire, le système thrombomodulin, plusieurs facteurs de facteurs procoagulants qu'on va voir en place. Puis, lors de la lésion vasculaire, l'endothélium, il va adopter un comportement procoagulant, comme je viens de dire, pour justement, son travail, ça va être d'arrêter le saignement. La lésion, fait que ça va activer l'adhésion des plaquettes, qui va être un de nos précurseurs pour former le caillot. Fait que ça va être le support.
il va y avoir d'autres éléments, comme on voit ici dans l'image. Donc, on a notre endothélium vasculaire qui est ici, qui, lors de situations inflammatoires, va libérer des cytokines pro-inflammatoires. On en a ici puis ceux-là, ils vont aller aussi euh, aide- faire encore un effet de boucle. Et la présence du facteur tissulaire aussi va vraiment être quelque chose qui va activer la coagulation. Il va y avoir la génération de thrombine, l'activation des plaquettes. On parle aussi de la conversion du fibrinogène, donc la partie qui serait soluble en fibrine, qui, elle, devient insoluble. Une fois qu'elle est insoluble, notre fibrine, ça devient, comme on voit les traits là, ça devient un peu la structure de notre caillot. Et puis à notre fibrine, qui est rendue insoluble, va s'ajouter nos plaquettes qui vont avoir été activées par notre endothélium vasculaire qui va avoir été stimulé par nos cytokines pro-inflammatoires ou nos hypertoquels trauma. Il va aller, donc, nos plaquettes activées, nos petites étoiles vont aller s'ajouter à la structure de base qui a été faite par notre fibrine. Et puis, on va avoir de la formation de caillots un peu partout dans le corps. Donc, c'est la structure de base. La physiopathologie de la coagulation maintenant. Donc, je vous dirais de façon simplifiée, une CIVD va se déclencher beaucoup par la libération massive du facteur tissulaire dans la circulation. Il y a plusieurs causes qui qui sont des éléments qui vont déclencher le facteur tissulaire. On a des infections sévères, certaines bactéries qui peuvent faire ça. On a des traumas, donc une personne qui aurait des traumas, des cancers. Et puis, suite à la libération massive du facteur tissulaire, il va y avoir une activation, mais excessive de la coagulation. Fait que là, comme on a vu tout à l'heure, il va y avoir de la génération, de la génération importante de thrombine. Ça va former nos caillots sanguins. Et puis là, comme il va y avoir des caillots sanguins qui vont se former de façon exagérée, disséminée dans tout le corps, il va s'en suivre un épuisement des plaquettes parce que toutes nos plaquettes qu'on a de disponibles, ils vont tout d'un coup, tout le monde va devoir être utilisé à la formation, aller faire des petits thrombus un peu partout. Nos facteurs de coagulation vont vivre exactement la même situation. Il va y avoir un épuisement de nos facteurs de coagulation. C'est sûr qu'avoir des petits caillots qui se forment partout dans le corps, c'est pas sans conséquence. Il va y avoir de l'obstruction des petits vaisseaux sanguins. Quand on a de l'obstruction de vaisseaux sanguins, évidemment, si on pense à ceux qu'on est plus familier de traiter, admettons une phlébite, euh, il y a toujours un effet inflammatoire. Mais on a vu tantôt que la situation inflammatoire va générer de la libération de médiateurs, nos cytokines et compagnie, qui, eux, vont aller créer également des dommages au niveau de notre endothélium vasculaire. Fait que ça nous fait, tu sais, je vais vous en parler souvent, l'effet de boucle, là. C'est ça qui fait que ça devient aussi disproportionné. On va avoir plein de petites obstructions de nos vaisseaux sanguins. On va avoir des hémorragies, des micro-hémorragies, parfois aussi des plus importantes, puisque tous nos facteurs de coagulation vont avoir été épuisés. Il va s'en suivre après ça, notre corps a quand même des capacités pour composer avec tout ça. Il va activer la fibrinolyse. Donc, nos caillots, une fois qu'ils sont formés, la fibrinolyse, ça va aider à la dégradation du caillot. Quand les caillots ont fini leur vie utile de caillot, leur tâche, qui habituellement est pour réparer peut-être une chirurgie, un trauma ou réparer un endothélium vasculaire qui a été brisé, euh, il se fait dégrader. Et puis là, on peut mesurer au niveau sanguin les produits de dégradation de la fibrine qu'on voit dans nos prises de sang. On les appelle les dédimères le plus souvent. Et puis, avec tout ça, on a parlé tantôt rapidement des conséquences, mais c'est sûr qu'il y a des défaillances à plusieurs organes qui vont se passer, soit dû au thrombus, soit dû aux hémorragies.
Donc, le CIVD, c'est une situation paradoxale de trop de coagulation et après ça, qui va résulter à une impossibilité de la coagulation. La coexistence de ces deux paradoxes est nécessaire pour qu'on appelle la complication la CIVD. Le traitement rapide est essentiel parce- pour interrompre le processus. Donc, le plus tôt qu'on va intervenir, le meilleur va être le prognostic du patient. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de l'apparition du facteur tissulaire dans la circulation sanguine. Lui, il va initier la cascade. On a la cascade extrinsèque et intrinsèque. Notre facteur tissulaire, lui, il va avoir un rôle davantage dans la cascade extrinsèque de la coagulation. Et puis, donc, comme on voit la figure, là, ça, c'est la cascade de qui va parler de notre fibrinolyse. Donc, quand on est dans la fibrinolyse, les cellules endothéliales qui vont avoir été stimulées avec les cytokines, le flux sanguin microvasculaire va être perturbé. Il va provoquer la libération de l'activateur tissulaire du plasminogène. On va tout détailler ça aussi tout à l'heure, à partir des cellules endothéliales. Le plasminogène, lui, va s'attacher au polymère de fibrine. Tout à l'heure, je vous parlais, là. Donc, notre fibrine, c'est qu'est-ce qui va être insoluble, le clou, on l'appelle comme ça, la structure du caillot. Donc, les polymères, ça va être d'autres éléments qui vont aller pour essentiels à la formation du caillot. Ils vont tout ça s'attacher. Et puis, il y a du plasminogène qui va, lui, il va s'attacher au polymère et de la plasmine. Là, quand c'est pour dégrader, donc plasminogène, on est dans nos enzymes. Donc, ça va aider c'est un élément qui va être utilisé pour défaire notre caillou, qu'on va dire cliver la fibrine pour la transformer en produit de dégradation de la fibrine non dédimère. Donc, cette dualité que ce tableau vous expose. La CIVD, c'est une complication qui est relativement rare. Elle peut survenir dans différentes situations médicales. La prévalence, c'est assez difficile à établir parce qu'il y a plusieurs causes qui pourraient, donc il y a plusieurs agents, il y a plusieurs pathologies causales. Si on prend l'exemple d'un sepsis sévère, donc la petite boîte que vous avez en vert en haut de ce tableau-là, c'est élevé. 35% des cas de sepsis sévère vont se compliquer d'une CIVD. En particulier, les infections à gram négatif. Euh, on n'est pas obligé nécessairement d'entrer dans tous les détails, mais d'un autre côté, quand on a une CVD, c'est souvent lié à un cancer hématologique. On va en parler juste en dessous. Et puis, vos cancers hématologiques ont tendance à faire facilement des infections. Gardez en tête qu'en cas de sepsis, qui est une complication de nos patients qui sont souvent neutropéniques, et puis quand si notre patient est neutropénique et est atteint d'une infection avec une bactérie gram-négative, c'est un facteur de risque particulier. Les grammes négatives, les bactéries, les micro-organismes à grammes négatifs, leur particularité, c'est que la membrane est constituée de trois couches. Donc, un gramme négatif, elles ne prennent pas la coloration gramme parce qu'il y a une couche qui, justement, va empêcher la prise de la coloration. Ça, c'est juste un petit truc pour s'en rappeler. Ce qui est particulier, c'est que la membrane externe de ces bactéries-là, elle a une couche de lipopolysaccharides. On les appelle les LPS. Puis lorsque ces bactéries-là, ils sont lisés, ils sont brisés par nos antibiotiques, par notre traitement, ils vont libérer ces LPS-là. Puis ceux-là, ils provoquent une réaction immunitaire excessive. Ils vont libérer également, ils vont activer le facteur tissulaire, celui qu'on a parlé tantôt, qui est un facteur pour activer la CVD. Il va endommager aussi les cellules endothéliales, cellules tissulaires,
Non, il va l'activer, excusez-moi, il va activer le facteur tissulaire dans les cellules phagostats, ceux qui vont aller pour digérer les bactéries, les cellules endothéliales, les cellules tissulaires. Donc, tant dans la CIVD que dans vos patients qui ont des infections gram-négatives, c'est vraiment des complications. Une mauvaise nouvelle quand c'est une bactérie gram-négative qui colonise nos patients. La CIVD elle peut être causée, comme je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, certains types de cancers. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales, ils expriment, ils libèrent le facteur tissulaire. Le cancer le plus fréquent, c'est la leucémie. En particulier, un type de leucémie qui est classique, que souvent lors du diagnostic, il va arriver avec une CVD, c'est la leucémie promyélocytaire. Donc, c'est une leucémie qui est dans la catégorie des leucémies lymphoïdes, nos catégories leucémie lymphoïde, leucémie myéloïde. C'est la promyélocytaire, elle est dans les myéloïdes. Et puis, dépendamment du centre, de l'article scientifique ou du livre que vous prenez pour en savoir plus sur cette leucémie-là, on l'appelle également la leucémie M3. Donc, la plupart ont des chiffres attribués de 1 à 7. Ce n'est pas un ordre d'instance ou quoi que ce soit, c'est simplement, on parle de la lignée de différenciation promyélocitaire et puis c'est la M3, celle-là. De façon avec moindre importance, on peut avoir aussi des cancers solides. Cancer qui pourrait le faire, on aurait celui des adénocarcinomes, principalement l'adénocarcinome du pancréas, de l'estomac, des voies biliaires. Donc, ce pas des cancers qui sont très fréquents. Notre cancer pulmonaire, cancer de la prostate, certains cas, mais plutôt, on peut parler aussi d'un cancer qui peut causer la CVD. Il y a des causes non oncologiques, je vous les nomme, mais on ne va pas s'y attarder. Ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais on peut avoir les complications obstétricales suite à des traumas importants. Toujours, il est important de noter, toujours d'une cause secondaire, le diagnostic, la prise en charge précoce, ça va être la clé. La mortalité, quand je parlais d'un pronostic sombre, dépendamment de la cause, évidemment, de 10 jusqu'à 50 des cas. On va parler des facteurs de risque oncologique. Donc, comme on a mentionné, la leucémie aiguë promyélocitaire, c'est pas la plus fréquente dans les cas de leucémie myéloïde aiguë, mais est particulièrement associée à une incidence de CVD. Comme j'ai dit, c'est vraiment la libération massive. Celle-là va en libérer beaucoup de facteurs procoagulants par les promyélocytes, donc dans notre arbre de cellules souches. Euh, Ça va rester un peu le problème de la leucémie, c'est que notre lignée de myélocytes ne va pas continuer sa maturation, ça va stagner au niveau de pro-myélocytes. Ceux-là sont anormaux, qui vont libérer, comme je viens de dire, beaucoup de facteurs procoagulants. Dans ce type de leucémie, dans d'autres aussi, il y a d'autres cas de leucémie myéloïde aiguë qui vont prédisposer à ça. Le plus important encore, c'est que ça va s'aggraver parfois pendant le traitement, lors de l'initiation principalement. Pourquoi? Ben, c'est la liste des cellules leucémiques qui vont libérer des substances procoagulantes. Pour les plus curieux, curieuses, dans le fond, qu'est-ce qui fait que la leucémie pro-myélocitaire, elle est particulièrement, euh, il y a une translocation qui est assez fréquente. Donc, vous allez voir ça dans les dossiers médicaux. La translocation, il l'appelle 15-17. Donc, une translocation génétique, c'est vraiment quand que, au niveau des chromosomes, les allèles chromosomiques, il y a eu une translocation qui s'est produite. Et puis, quand on a cette translocation-là, euh, elle va être à l'origine de la problématique dans la différenciation de nos myélocytes anormaux. Ce qui est que relativement une bonne nouvelle, c'est qu'on a de la médication qui agit au niveau de cette translocation-là. Donc, l'acide tout transrétinoïque, on l'appelle l'ATRA. Vous avez sûrement plus entendu ou vu ça dans vos dossiers. Donc, l'ATRA, elle va aider à cibler cette translocation-là. Donc, ça va corriger, ça va vraiment être un médicament d'impact dans le traitement de la cause, comme on a mentionné tout à l'heure.
Donc, c'est ce qui fait que la leucémie M3 peut avoir un bon pronostic, mais évidemment, le fait que la médication fonctionne ou fonctionne pas, ça va être une des pierres angulaires. Évidemment, quand une leucémie nous arrive sur les unités d'hospitalisation dans les cliniques d'oncologie, de façon classique, ils n'ont pas une très belle numération plaquettaire. Souvent, ils sont très thrombopéniques. Selon à quel point est-ce que la thrombopénie est grave, ça devient un facteur de mauvais pronostic. Quand on est avec une thrombopénie inférieure à 50, ça augmente de façon très importante notre risque d'hémorragie. Ça l'augmente évidemment chez tous les patients, mais en cas de CVD, comme nos facteurs de coagulation ne sont pas présents pour compenser, pour soutenir, pour aller compenser la faible numération plaquettaire, ça a une importance qui est encore plus importante. Évidemment, toute pathologie maligne avancée, là, ça amène des complications multiples, diverses et toujours importantes. Manifestation clinique, je pense qu'avec le tableau que je viens juste de vous présenter, il n'y a pas de surprise. Votre patient, quand vous allez le voir, il va avoir des signes hémorragiques, des pétéchies, des ecchymoses, des segments des muqueuses. Il peut avoir des manifestations thrombotiques, donc euh, des veineuses artérielles. Puis tout ça va, que ce soit thrombotique ou hémorragique, ça va influencer évidemment, ça va entraîner des défaillances d'organes. Fait que là, on pourrait arriver aussi avec au niveau pulmonaire, est-ce qu'il y aurait une embolie? Est-ce qu'il y aurait une hémorragie? Est-ce que. Fait que c'est sûr ça va causer beaucoup d'autres complications parce que nos organes, ils peinent à suffire à leur travail. Au niveau des laboratoires, ce que vous allez observer, ça va être, comme on a parlé de thrombopénie, attribuable à la leucémie, attribuable à la CIVD, pas facile de départager. On va avoir un allongement de notre temps de prothrombine, donc notre PT, et le TCA, le temps de céphaline activé également, qui va être allongé. La diminution du fibrinogène sanguin, hein, parce que notre fibrinogène, on sait qu'il va se transformer en fibrine. Donc, comme il est en transformation, il est plus disponible à l'état lors des prises de sang. Il est déjà tout utilisé. Puis une augmentation de nos dédimères. Les dédimères qui sont les produits de dégradation de la fibrine. Parce que comme il va y avoir beaucoup de formation de caillots, il y a également de la destruction de caillots. Donc, les dédimères vont être augmentés. Je vais vous parler pas trop en détail, là, de la CVD lente, parce que c'est pas celle qui est classique avec les maladies oncologiques. On va le retrouver peut-être dans certains cancers, dans nos cancers qui seraient plus avancés, dans nos cancers solides, mais pas de façon classique dans nos cancers hématologiques. De façon rapide. Quand on a une CVD lente, on peut s'attendre à une thrombopénie qui va être légère. Un temps de prothrombine. Certains hôpitaux aussi utilisent le temps de quick, là. C'est interchangeable comme appellation. Fait que temps de prothrombine, temps partiel de thromboplastine, le TPP. Donc, TPP, souvent qu'on va dans nos laboratoires, cela va être normal, légèrement prolongé. Donc, on n'a pas de variation qui va être importante. Euh, puis, il va y avoir de la présence de facteurs de coagulation actifs dans le plasma. Le taux de fibrinogène, on n'aura pas rien de caractéristique tant que ça. Il peut être normal, légèrement diminué. Notre taux de dédimère plasmatique, lui, va être plus élevé. Évidemment, il n'y a pas juste la CVD qui pourrait occasionner les irrégularités que vous allez voir au niveau des prises de sang. Donc, c'est important de faire, principalement pour la fibrinogène, là, de faire 2 mesures avec un certain espace dans le temps, quelques heures, ou ça pourrait être des jours aussi, dépendamment de la condition. Dans cette situation-là, quand elle s'installe de façon chronique, lente, sur plusieurs jours, semaines, mois, l'héparine pourrait être utilisée. Ce qui n'est pas le cas dans la thrombopénie, dans la CIVD, qui va s'installer de façon rapide, agressive. Cela, on va voir une thrombopénie qui va être grave. Le temps de prothrombine, le TP, TPP qui va être prolongé. Le taux du fibrinogène, il va diminuer rapidement.
Est-ce qu'on va avoir une formation très rapide de nos caillots? Notre taux de dédimère, il va être vraiment augmenté. Et puis, quelque chose qui pourrait être intéressant aussi de mesurer, c'est sûr que ce n'est pas dans nos laboratoires de base, mais vous allez voir des fois des médecins qui vont vous demander des examens de coagulation qui vont être plus poussés. Je vous donne l'exemple du facteur 8 qui peut être utile si on veut départager si la CVD est aiguë ou après être associée à un problème hépatique. Parce qu'on a en tête que qui produit nos facteurs de coagulation? C'est le foie. Euh, Par contre, le facteur 8, lui, il n'est pas synthétisé par le foie. Donc, c'est très utile pour savoir si est-ce que j'ai un problème de foie qui fait que j'ai plus de facteurs de coagulation ou ils sont tous consommés par ma CVD. Dans un problème de dans un problème de foie, donc le facteur 8 peut quand même être un petit peu augmenté parce que c'est une protéine aussi qui est de réponse inflammatoire. Fait qu'on pourrait voir ça. Dans la CIVD, là, tous les facteurs de coagulation sont utilisés, incluant le facteur 8. À ce moment-là, on va avoir un facteur 8 qui va être diminué. De façon aussi classique, les dédimères vont être plus élevés dans le CIVD que dans les problèmes hépatiques. De façon plus pointue, là, c'est pas une information importante, mais vous voyez ça des fois dans vos laboratoires, quand vous regardez une formule sanguine, vous voyez des fois des schistocytes, excusez-moi pour la prononciation. Il pourrait arriver, c'est qu'une dissolution retardée des polymères de fibrine, donc quand on a notre flou plaquettaire avec les polymères de fibrine, quand c'est long avant de les dissoudre, il pourrait arriver à l'intérieur des vaisseaux sanguins des ruptures mécaniques de nos globules rouges. Donc, puis ça, au résultat de laboratoire, ça va être mentionné comme des schistocytes. Et puis, vous allez voir une légère hémolyse intravasculaire également. Fait que vous pouvez avoir des petites anormalités dues à de l'hémolyse. Donc, on va voir une étude de cas, un cas classique. Donc, je vous présente Madame Tardif. Madame Tardif a consulté son médecin de famille, saignements, gencives, des pétéchis, qu'elle a décrit comme des petits picots rouges un peu partout sur son corps, multiples ecchymoses, des ménorrhagies depuis une semaine. C'est pas habituel chez elle. Elle se sent fatiguée, puis évidemment, elle est inquiète de tous ces segments. Son médecin est également inquiet. Il lui demande de se rendre à l'urgence aujourd'hui. Quand elle arrive à l'urgence, il y a des analyses sanguines qui sont effectuées. Vous les voyez à l'écran, donc c'est des analyses qui sont assez classiques. Suite au résultat de ces analyses-là, il y a une consultation en hématologie maligne, en hémato-oncologie, dépendamment des spécialistes de votre centre, qui est demandée. Par précaution, madame est placée en isolement préventif, puisqu'on se doute bien que le nombre élevé de globules blancs n'est pas un nombre qui assure une protection. Donc, un nombre trop élevé n'est pas protecteur. Qu'est-ce qui nous fait dire ça également? C'est des blastes. Donc, quand on a beaucoup de blastes à la formule sanguine, le blast est le terme utilisé pour des jeunes cellules immatures. Si vous avez à faire des enseignements à vos patients, vous dites, mais comment ça, j'ai plein de globules blancs, pourquoi vous me dites que j'ai pas de système immunitaire? Donc, on va le voir plus en détail dans l'urgence oncologique de la neutropénie fébrile. Mais vous pouvez dire à votre patient, dans le fond, comme c'est des cellules qui sont jeunes et immatures, c'est pas des cellules qui assurent une belle défense contre la prévention des infections. Euh, Donc, en cas d'évolution rapide d'une CVD, les sites de ponction cutanée, ils vont évidemment saigner davantage, fait que ça va être important d'essayer de limiter au minimum les interventions. Il va y avoir des ecchymoses, des hématomes qui vont se former. On peut être obligé de faire vraiment des pansements compressifs. Des fois, ça peut être des compressions manuelles sur des sites d'intervention invasive. Fait qu'on va essayer de faire attention, de limiter au maximum
Donc, c'est pertinent de demander de valider avec le médecin. Je vais l'appliquer pour des prises de sang. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez pour essayer de regrouper? Parce qu'évidemment, Mme Tardif, elle vient d'arriver, elle n'a pas de cathéter veineux central d'installer encore. Les manifestations qu'on va voir, donc purpura, lésions cutanées, défaillance d'organes. On pourrait aussi aller vers malheureusement un état de choc dans les cas plus sévères. On va faire un petit enseignement aussi qu'elle fasse attention aux chutes. Donc, on pourrait aussi voir de l'essoufflement, de l'enflure au bras, aux jambes. C'est soit, si c'est symétrique, ça peut être dû à d'autres complications. De façon très typique, quand on a de l'influx asymétrique, de l'enflure, de l'édème asymétrique, on va avoir tendance à penser à nos caillots. Comme on a parlé tantôt, il peut avoir de l'hémolyse, fait qu'on pourrait avoir des, des- la pigmentation, là, des signes d'ictère qui pourraient arriver. On pourrait avoir, là, c'est sûr, qui est compliqué par notre hémoglobine qui est très basse aussi. On pourrait pouvoir la suppléer en oxygène avec une lunette nasale pour donner une chance à son corps de ne pas subir davantage de complications. Il y a des personnes qui pourraient être atteintes de CVD sans le savoir et puis d'attendre que c'est beaucoup plus important avant de s'en rendre compte. Il pourrait y avoir des douleurs abdominales aussi. Donc, on va on continue notre étude de cas avec notre dame. Donc, les prises de sang, ils ont été analysées. Les prises de sang qui ont été faites à l'urgence ont été envoyées au laboratoire. Il y a un médecin qui les a regardées au microscope sur une lame. Et puis, quand il a regardé euh, les blastes, il s'est aperçu que c'est des promyélocytes. Donc, la leucémie aiguë promyélocitaire est bel et bien confirmée. Elle est admise sur l'unité d'oncologie. Ces signes vitaux sont pas rassurants. On voit une pression artérielle qui est basse, on voit un pouls qui est augmenté. Fréquence respiratoire, on est content, c'est correct, on n'a pas de fièvre non plus. Les sites de ponction aussi qu'on a eu au site de prélèvement qu'on a eu à l'urgence, on a des segments actifs. Où est-ce qu'on a pris la pression? On voit des pétéchis, donc l'application du brassard, et puis elle nous a montré des signes aussi. Le médecin, il va nous demander une transfusion de plaquettes. Et puis, on débute ça. Après ça, on va recontrôler le fibrinogène. On sait qu'on essaie d'éviter le plus possible de faire des prises de sang, mais c'était vraiment nécessaire pour vérifier le taux. Est-ce que ça pouvait être attribuable à autre chose? Donc, on a attendu un délai. Le médecin, dans cette situation-ci, a choisi 4 heures. On a repris, on a toujours un fibrinogène qui est abaissé. Fait qu'on va demander à la banque de sang de nous préparer un concentré de fibrinogène en urgence. Et puis, euh, on va commencer à penser à l'administration d'ATRA. C'est sûr que ça va nous prendre une biopsie de moelle pour confirmer, pour avoir certains éléments, mais il faut avoir en tête qu'on doit traiter la cause et la leucémie le plus vite possible. Si on continue, comment est-ce qu'on diagnostique la CIVD? Effectivement, c'est pas vous qui allez diagnostiquer, c'est certain, c'est un rôle qui est très médical, mais c'est intéressant quand on regarde les dossiers, quand on voit les notes, quand on fait les surveillances de laboratoire, ça nous aide parce que c'est beaucoup aussi nous qui va expliquer aux patients pourquoi tu me fais ces prises de sang-là? Est-ce que le médecin il est sûr de son diagnostic? Ça pourrait-tu être autre chose? Donc, c'est important aussi de comprendre sur quoi est-ce qui est basé le diagnostic. Il y a une société, la Société internationale de thrombose et d'hémorragie, et d'hémostase, excusez-moi, elle a créé un algorithme qui est utilisé, puis vous pouvez l'avoir, je vais vous en parler un peu plus loin, là. Donc, la CVD, comme on disait toujours, secondaire à une cause. Fait que dans cette situation, on a la cause, on aurait la leucémie. Euh, on a l'examen clinique. C'est pas quelque chose. Il est pas il va être contributif, mais il n'est pas inclus dans l'algorithme de diagnostic de la Société internationale de thrombose et d'hémostase. C'est vraiment les tests sanguins qui vont être les clés pour le diagnostic. Donc, la,
Et puis, chaque valeur des prises de sang va nous amener à des scores. Et puis, selon le score, ça va nous guider à savoir si la CVD, elle est probable ou peu probable. Thrombopénie, donc si nos plaquettes sont supérieures à 100, ça ne donnerait pas de point. S'ils sont entre 100 et 50, ça donne un point. En bas de 50, 2 points. Fait que ça fait référence au facteur de risque que je vous ai nommé tantôt, une thrombopénie qui serait sévère. On va évidemment vérifier nos allongements des temps de coagulation. Donc, dépendamment du temps, euh, quand il est supérieur à 6 secondes, ça donnerait 2 points. Entre 3 et 6 secondes, 1 point. En bas de 3, c'est pas significatif, on ne donne pas. Notre fibrinogène, si la valeur est supérieure à 1, on n'aurait pas de point. Dans le cas de Mme Tardif, ici, son fibrinogène était à 0,8, donc elle aurait 1 point. On voudrait savoir aussi les résultats des dédimères. Est-ce que le médecin a fait la prise de sang? Donc, on veut s'assurer. Si nos dédimères sont normales, pas de point. S'ils sont modérés, on donnerait 2 points. S'ils sont importants, là, on y va avec 3 points. Au final, si c'est plus que 5, c'est compatible avec une CVD. Si c'est en bas de 5, ça pourrait être une CVD qui serait chronique ou et là, ça serait de répéter les analyses dans une journée ou 2 journées puis de recalculer le score avec les valeurs que que je viens juste de vous mentionner. Donc, notre Madame Tardif, son score est supérieur à 5, donc on suspecte fortement. Parce que dans la CVD, donc la thrombopénirie grave, le temps de prothrombine prolongé, diminution du taux, elle va être rapide aussi, la diminution du taux de fibrinogène, puis les dédimères qui vont être élevés. On a des traitements de soutien qui peuvent être requis, qui sont pas toujours mis en place. Ça va dépendre à quel point on est capable de contrôler. Donc, on dit vraiment que c'est des traitements de soutien. Ça ne va pas traiter la CVD parce que c'est nos traitements antinéoplasiques. Donc, ça peut sembler aussi particulier de devoir installer un cathéter central, de devoir débuter une chimiothérapie chez un patient qu'on trouve plus ou moins stable. C'est important c'est pour ça qu'il faut avoir en tête qu'il faut traiter la cause. On aurait le goût d'attendre que notre patient soit un peu plus stable avant de commencer nos traitements, mais ça va juste aller de pire en pire. Donc, il y a des chances qu'on administre des plaquettes. Plaquettes, donc, la majorité des infirmières, on est bien familière avec ça. C'est vraiment dans le but de corriger la thrombopénie, si on aurait une baisse de plaquettes. On va tolérer un taux de plaquettes qui va être très basse, mais si on a besoin de faire installer un cathéter, faire une biopsie de moelle osseuse, faire d'autres examens, ça se peut qu'on soit un peu plus élevé, mais je vous dirais que dans le quotidien, quand on est supérieur à 10, on est relativement confortable à maintenir ça. Il pourrait y avoir du plasma frais congelé aussi. Pourquoi? Parce qu'il contient des facteurs de coagulation, des, et des anticoagulants naturels. Donc, l'antithrombine, on a les protéines C, protéines S, protéines Z. Et puis là, c'est important de les partager. Il y a des chercheurs nous jouent des petits tours. La protéine C réactive, c'est un marqueur inflammatoire. Puis il y a la protéine C activée aussi qui n'est pas la même. Mais là, on parle vraiment de la protéine C qui a le rôle au niveau de la coagulation. Donc, qu'on va retrouver dans notre plasma frais congelé. Après ça, on pourrait utiliser du cryoprécipité ou du concentré de fibrinogène comme traitement. Donc, c'est deux produits qu'on peut utiliser pour le remplacement d'un fibrinogène qui serait bas. Le concentré de fibrinogène, il a l'avantage d'avoir été soumis à une réduction des agents pathogènes. On se rappelle qu'on a une leucémie, qu'on a une personne qui n'a pas un bon système immunitaire. Fait que ça fait partie des avantages. Un deuxième avantage, c'est que euh, le, le concentré de fibrinogène, c'est une technicalité, là, mais il est offert en poudre. Fait que pour le laboratoire, pour la banque de sang, c'est plus facile que de garder du cryoprécipité, congelé, devoir le décongeler lors de l'utilisation avec du temps. Fait que c'est un traitement qui est de plus en plus utilisé au Canada. Il y a également des cryoprécipités qui peuvent être utilisés pour remplacer le fibrinogène. Euh, lui, il va contenir aussi le facteur 6, donc une poche, un sac de transfusion de cryoprécipité. Ça contient aux environs
selon les banques de sang, là, environ 365 mg de fibrinogène. Le taux de fibrinogène, quand il est supérieur à 1, habituellement, on va pas initier une thérapie de remplacement. C'est sûr que parfois, on va vouloir être un peu plus conservateur. Donc, 1,5 pour une prophylaxie primaire, pour une leucémie, comme dans notre situation, là, promyélocitaire, ça peut être indiqué. Donc, il y a toujours plusieurs facteurs, mais on est quand même capable de tolérer des taux assez bas. Dans les CUED qui évoluent rapidement, l'efficacité des perfusions de concentrés d'antithrombine ou autres, ça n'a pas été formellement démontré. Fait que c'est pas quelque chose qu'on utilise. Le maintien de l'équilibre hémodynamique. Donc, surtout quand on va avoir des cas d'hypotension, on va leur donner quand même beaucoup de solutés pour maintenir la pression. Il faut avoir en tête aussi que dû à l'administration de taux massifs de solutés pour maintenir la pression, nos résultats sanguins vont montrer ce qu'on appelle une hémodilution. Parce que c'est sûr que si on a donné beaucoup de litres de soluté à notre patient, on fait des prises de sang, tous les éléments dans la prise de sang vont se retrouver diminués. Ça ne veut pas dire qu'on a un segment actif. Donc, il faut avoir en tête. Qu'est-ce qui va être intéressant à regarder, c'est regarder pas seulement votre formule sanguine, regarder les autres, les électrolytes. Donc, si tout diminue de façon relativement proportionnelle, donc votre potassium, votre sodium, tous vos électrolytes ont baissé en même temps que votre formule sanguine, que vos plaquettes, que votre hémoglobine. Si tout diminue, on peut avoir en tête une hémodilution. Donc, regardez ça pour ne pas faire un appel tard le soir à un médecin et puis que vous n'avez pas pensé parce que quand on se ramasse avec des valeurs très basses d'hémoglobine, par exemple, on devient facilement anxieux d'avoir un usager sous nos soins. L'héparine n'est généralement pas indiquée dans les CIVD qui sont à évolution rapide parce ils ont tendance plus au segment que dans la chronique. Donc, c'est pour ça que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de thrombus, on ne va pas utiliser l'héparine la plupart du temps. Nous, en tant qu'infirmière, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va surveiller la stabilité hémodynamique. Ça veut dire nos signes vitaux, on va compenser les pertes sanguines. On va aussi évaluer les signes de segment, de thrombose. On va aussi l'enseigner aux patients, là, les signes d'instabilité hémodynamique, si jamais il y a de l'hypotension orthostatique, des manifestations qui pourraient être vagales, des signes de segment. Donc, s'il va à la salle de bain, il y a du sang dans ses urines ou dans ses selles, peu importe, s'il y aurait les muqueuses buccales. Donc, de penser à examiner la bouche de notre usager de lui faire ouvrir. Les signes de ponction, si notre patient a une biopsie de la moelle osseuse, qui est très, très fréquente lors d'un nouveau diagnostic, on va lui demander de se retourner aussi puis de penser à le vérifier plusieurs fois dans notre cadre de travail pour c'est un site de ponction qui a tendance à saigner. Pansement compressif qu'on va renforcer de façon régulière en cas de besoin. On va vérifier aussi, puis nos enseignements qu'on va lui faire vont être dosés aussi avec sa capacité à retenir. Il vient quand même de se faire annoncer qu'il y a une leucémie, comme Madame Tardif, elle a une leucémie. C'est anxiogène. On voit qu'on saigne de partout. C'est anxiogène. Fait, il explique pourquoi les surveillances, pourquoi est-ce qu'on va devoir la déranger la nuit pour surveiller ses signes neuraux, ses signes vitaux, pour qu'elle puisse se sentir un peu plus en contrôle, pouvoir participer à ses soins, puis bien comprendre, renseigner la famille aussi pour lui dire que la façon de traiter la CIVD, c'est de traiter la cause, que on peut dire que c'est une bonne nouvelle qu'on a trouvé qu'est-ce que c'était la cause, donc ça nous donne des façons d'intervenir, ça nous donne des clés dans l'intervention rapide de la CIVD. En conclusion, dans cette urgence oncologique relativement complexe qui nous parle beaucoup de coagulation, donc vous avez un petit schéma ici qui peut vous aider à être récapitulatif, mais coagulation, dans le fond, est activée lorsque le sang est exposé aux facteurs tissulaires. En association avec la coagulation, la voie de la fibrinolyse, donc tout ce qui est la dégradation du caillot va être activé. La CIVD commence habituellement rapidement et la CIVD qui commence rapidement va provoquer habituellement des saignements, des occlusions microvasculaires qui vont conduire à une défaillance des organes.
Fait que là, on pense à nos reins, à nos poumons, on va suivre comme il faut à notre foie, qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes à produire des facteurs de coagulation. La CIVD qui commence lentement, c'est pas celle qu'on va voir sur nos unités d'oncologie la plupart du temps, mais elle va provoquer, comme on a dit tantôt, des phénomènes qui sont beaucoup plus de nature thrombotique par rapport à des saignements. La CIVD sévère, elle, thrombopénie aiguë, prolongement de nos temps de coagulation, donc notre PT-PTT va être allongé. Chute rapide du fibrinogène, les dédimères, les produits de dégradation, puis on va avoir beaucoup de caillots qui se dégradent, ils vont être augmentés. La correction de la cause, c'est la priorité. Si on a une hémorragie sévère, on va initier de façon plus agressive des traitements j'ai nommé tantôt les traitements de maintien, donc traitements qui sont avec les produits sanguins, la plaquette cryoprécipitée, excusez-moi, qui contient du fibrinogène, du plasma frais congelé. Lui contient d'autres facteurs de coagulation. Puis évidemment, on ne sera pas tenté, à moins d'exception, d'utiliser notre héparine dans les cas de CVD. Donc, pour ceux et celles qui sont curieuses d'en savoir plus sur cette urgence oncologique, je vous ai laissé les références. Est-ce que vous pouvez aller faire d'autres lectures? Mais c'est d'un ça pique beaucoup la curiosité. C'est une belle urgence oncologique sur laquelle le rôle infirmier a une très grande portée parce que nos surveillances vont vraiment être importantes. On est les yeux et les oreilles du médecin pour pouvoir rapporter tous ces symptômes, les symptômes associés à cette complication. Merci à vous tous et je vous souhaite une belle fin de journée. Ben, merci beaucoup, Héloïse, pour cette présentation très pratique, beaucoup d'outils là, qui, je suis certaine, va vraiment aider les infirmières et les infirmiers sur le terrain à soutenir les gens là, qui sont aux prises avec une urgence oncologique. Alors, j'espère qu'à la maison, vous avez apprécié. On vous invite à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations qui ciblent les urgences oncologiques ou encore nos autres formations sur les cancers du sang, sur les traitements, les soins inclusifs en oncologie, la gestion des effets secondaires, etc. Et je veux mentionner que cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger les personnes touchées et les familles que vous soutenez vers nos services, comme par exemple nos feuillets détachables que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à les diriger vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'elles ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors sur ce, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.